Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 20, Retour des Poditeurs 4, le retour. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debus. Donc on continue à décompiler les missives et les commentaires qu'on a reçus, les questionnements qui ne nécessitent pas forcément, en tout cas semble-t-il en surface, un épisode entier. Merci à vous de tous vos retours. Encore une fois, si vous voulez faire des commentaires ou revenir ou avez des interrogations, le meilleur endroit pour le faire, c'est sur le forum du site elbacking.net qui nous diffuse et nous héberge bien gentiment. Merci à eux car le podcast n'existerait pas sans leur boulot. Et donc un premier retour plus un commentaire sur l'épisode 7 de cette saison, qui est introduire un univers imaginaire. Ça s'adresse plus à toi, Laurent. Je me reconnais trop dans ce qu'a dit Laurent sur les créateurs d'univers, mais je me demande si ce n'est pas un truc de rôliste, quand même, donc de joueur de jeux de rôle. Dans la mesure où les univers de jeux de rôle ont tendance à être bien développés, ou au moins à offrir une base solide avec une atmosphère marquée, qu'une nette majorité des maîtres de jeu aiment avoir des univers étoffés. Tu joues au jeu de rôle, Laurent ? Eh ben pas du tout, dis donc. C'est bien ce qui me semblait. En fait, j'ai eu une mauvaise expérience avec le jeu de rôle quand j'étais gamin. C'est à l'époque, il y avait les MJC, les maisons pour les jeunes. Donc j'allais à celle de Montreuil. Et je suis rentré, alors j'avais, je sais pas, une douzaine d'années. À l'époque, il y avait que Donjons et Dragons. C'était vraiment les tout débuts du jeu de rôle en France. Et j'étais rentré dans une salle où il y avait des joueurs. Et puis je me suis fait jeter parce que je troublais la séance. Je vais rien dire, mais en fait ça m'a marqué. Je dis oh c'est quoi c'est. J'ai pas trouvé ça cool. Voilà, j'ai pas trouvé ça cool. Et donc du coup bah voilà, en fait j'ai loupé le coche. Mais bon, j'aurais peut-être pas été écrivain. Hein, je serais peut-être maître de jeu. Voilà. Qui sait. Donc oui, bah alors, moi dans ma production clairement, moi qui me définit presque plus comme un créateur d'univers que comme un écrivain, il y a clairement une dimension rôliste. La différence, elle est dans dans le fait que je cumule tous les rôles. Voilà. Un roman, c'est à la fois un maître de jeu, c'est un joueur, c'est le personnage lui-même. Enfin voilà, c'est juste qu'on cumule un peu tous les rôles et puis on a cette couche littéraire par-dessus. C'est le ciment de tout ça, quoi. Voilà. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont rôlistes et beaucoup de rôlistes qui sont devenus auteurs. Hein. Une grande partie de ce qu'on appelait l'école française de la fantaisie dans les années 2000 est arrivée du jeu de rôle. Je pense qu'il est important de mentionner en passant que une bonne partie du jeu de rôle ne fait pas nécessairement un bon roman et inversement. Et que il y a des techniques qui sont effectivement voisines, hein, ne serait-ce que la gentilité des personnages qui est un terme très en vogue en ce moment dans le milieu, mais ça ne se transcrit pas nécessairement, les outils et la grammaire des deux arts sont différentes, même si, encore une fois, il y a des passerelles. Hein. On était intervenu avec notre camarade Julien Poire, Les Voix d'Altaride, et il y a des passerelles. On mettra le lien. On mettra le lien, tout à fait. Toujours sur cet épisode, notre camarade Nico Bali nous dit... Question qui, à mon avis, est très intéressante. Sur les Américains, toutes les questions sont évidemment très intéressantes, mais celle-là, elle revient assez fréquemment. En tout cas, c'est une discussion de fond qui flotte assez souvent. Sur les Américains, ils disent souvent qu'un univers doit servir l'histoire, la thématique, et ne juste pas être un décor. Si un roman peut fonctionner dans le monde réel, alors il doit se passer dans le monde réel. Je ne suis pas d'accord. Mais qu'en pensez-vous ? Alors, Mélanie. Oui, j'ai toujours du mal avec les il faut, il doit, tout dépend. Voilà, pareil que oui, j'entends souvent définir l'ASF comme quelque chose qui ne pourrait absolument pas se passer dans un autre décor. Oui, sans doute, c'est peut-être plus intéressant comme ça, mais si le récit fonctionne tel quel, là, évidemment, je cherche un exemple que je ne trouve pas. Je vois pas spécialement où est le problème, en fait. Pour moi, c'est une question vraiment d'envie de l'auteur et comment lui sent l'histoire à ce moment-là et du moment qu'elle fonctionne. Ah, moi, je suis un peu plus intégriste que vous, mais visiblement, c'est le thème depuis quelques épisodes. Je peux raconter une histoire d'amour dans un décor de SF, mais si je raconte ça dans un décor de SF, ça doit être constitutif à un moment de l'histoire. J'irai pas jusqu'à dire, si je suis dans un univers de fantasy, il faut forcément un conflit narratif central qui relève de la fantasy, mais une part de moi se dit, toujours, si c'est pour raconter une histoire d'amour entre quatre murs, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'on soit en 2050 ? Ces choses-là ne naissent pas indépendamment les unes des autres. Ouais. L'histoire va influencer l'univers, ou au moins elle est informée par l'univers. Donc, forcément, si je suis dans un univers de SF, ça va colorer les personnages, et ça va colorer leurs relations, donc c'est inévitable. Oui, qui est un minimum en tout cas que ça résonne un minimum. Et l'exemple qui me vient, c'est drôle, c'est un roman que moi je considère pas comme SF, qui est Station 11 de Emily St. John Mandel, qui est un roman post-apo dans le sens où ça se passe dans un décor après la fin de la civilisation, mais c'est pas du tout une histoire de SF dans le sens où on s'en fout un peu des causes, etc. Par contre, les personnages sont marqués par le fait d'avoir connu cette rupture. C'est un roman profondément psychologique. C'est pas du tout un roman qui s'interroge sur les causes ou sur les aspects, je dirais, techniques.
Par contre, il y a clairement un lien entre le décor et bon, beaucoup de gens se sont énervés contre ce roman en disant c'est pas suffisamment réfléchi, mais il y a quand même un lien. Les personnages sont marqués par ce qui leur est arrivé, oui. Pour moi, voilà, la cause est entendue, c'est-à-dire cette histoire et ce roman et ces personnages ne pourraient pas exister dans un autre contexte. Donc, on est bon. Alors, moi, je serais un peu, pas entre vous deux, mais faut s'entendre ce que c'est que la SF, en fait. Moi, je pense que c'est pas obligatoire. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de il faut. En revanche, la SF, elle peut s'exercer sur autre chose que le décor. Oui. C'est ça, en fait. Complètement. Donc, le décor, il peut ne pas avoir d'importance. En revanche, il y a au moins un autre élément doit être SF. C'est ça, en fait. Il faut qu'il y en ait au moins un pour que ce soit de la SF, mais c'est pas forcément le décor, ou le placement dans le temps, Oui, dans ça, le je suis futur, assez par d'accord. exemple. C'est juste ça. Mais maintenant, non, pas forcément. C'est en ça que je disais précisément que ce roman, pour moi, n'était pas de la SF. Le décor, mais pas les outils. Mais de toute façon, moi, je pense que il n'y a pas vraiment de problème parce que souvent, ce qui est décrit, à partir du moment où on décrit une situation, ce qui est décrit, c'est ce qui s'écarte par rapport à la norme. Si c'est pas important, on va très vite passer dessus et le lecteur saura que c'est pas important. Donc c'est pas très grave, je dirais. Juste, quand même, pour pas paraître trop intégriste, mais pour moi, quelque part, la question, finalement, n'a limite pas d'objet, puisque les personnages sont le produit de leur monde et ça va servir l'histoire. Donc, ils ne pourraient pas exister sans le monde qui leur a donné l'essence. Donc, si c'est un monde de SF, ça va forcément colorer ce qu'ils sont et ça va forcément colorer l'intrigue. Donc, ça va avec. S'il n'y a pas de rapport et qu'il y a une déconnexion totale entre les personnages, l'intrigue et l'univers, là, je m'interroge, il y a un truc qui, pour moi, va pas fonctionner. Oui, on est d'accord. En fait. Question qui nous a été posée sur l'épisode de la nouvelle, mais de manière générale, qui porte de façon un peu plus vaste. Concernant les débutants et amateurs, dans quelles revues peuvent-ils espérer être publiés? Bifrost, AOC, Présence d'Esprit, Intervalle, etc. Et est-ce que c'est une bonne porte d'entrée dans le monde de l'édition? Moi, je pense que oui, tout ça, en fait. Faut essayer partout. Je sais qu'il y a une demande. Ça, ça c'est quelque chose que... Il y a eu un éditorial d'Olivier Girard qui se plaignait de ne pas recevoir assez de textes. En général, c'est l'inverse. Hein. Je crois que la revue Anglement disait la même chose. Elle croule sous les... Olivier Girard, rédacteur en chef de Bifrost. Voilà, de Bifrost. Donc oui, clairement. Et puis même, de toute façon, évidemment, c'est une porte d'entrée. Tout ce qui est revue à comité de lecture est une porte d'entrée. Pour moi, c'est même une excellente porte d'entrée parce que ça veut dire que dans ces revues, on est aussi en compétition avec parfois les plus grands auteurs traduits des autres langues, et c'est très bien. Voilà, donc Bifrost, Galaxy, Présence d'Esprit, etc. Puis c'est une carte de visite dans le sens où, là, je parle d'expérience personnelle, ça permet d'être vu par des éditeurs qui voient passer votre nom et qui ensuite éventuellement seront intéressés par les livres que vous pourrez leur proposer derrière. Je sais pas si c'est sous-jacent dans la question, et mes excuses à la personne qui l'a posée si c'est pas du tout et que je plaque des trucs, donc disons que je m'en sers pour élargir. J'ai l'impression que derrière peut aussi se tapir la connotation de « je suis pas connu, on va pas me prendre, on va pas me publier ». Ça n'est pas comme ça, en tout cas dans les milieux de littérature de l'imaginaire, que l'édition fonctionne. Si vous avez un bon texte c'est un bon texte, point barre. Et il y en a pas assez. Donc, si vous arrivez avec un bon texte, enfin il y en a pas assez, ou alors il y en a trop, ça dépend comment vous vous placez, mais les bons textes intéressent les éditeurs, et inversement, un pro, s'il sort un mauvais texte, il apparaît pas forcément en édition. Donc, il n'y a aucune revue, à ma connaissance, qui ait un appel à texte libre, qui, en sous-main et de manière clandestine, refuserait les débutants. Ça n'existe juste pas. Je pense qu'ils sont même en général plutôt contents quand ils tombent sur un nouvel auteur, parce que, enfin, ils sont les premiers à le découvrir, en fait. Quand on sent qu'il y a un potentiel derrière, ils sont absolument ravis. J'ai dirigé une revue il y a 15 ans, tu te dis dans ces trucs-là, tu dis c'est cool, je sers à quelque chose. Déjà, je suis content de pouvoir, présenter cet auteur-là. Quand on dirige, c'est pas des revues, c'est aussi parce qu'on a envie de présenter des auteurs. Et on se dit aussi, c'est cool, je fais aussi quelque part mon rôle culturel de passeur, donc je suis content. Par contre, c'est vrai que la concurrence est rude, parce que les exigences sont hautes. Mais n'est-ce pas tout ce que l'on espère? Question générale. En fait, les auteurs de fiction font-ils attention aux expressions anachroniques, comme machiavéliques, sadiques, manichéens et autres, quand ils font parler leurs personnages? Et d'ailleurs, comment on disait avant l'auteur du Prince, le Marquis et le prophète Manès, ou dans des lieux où leurs noms n'ont pas influencé le vocabulaire? Alors, ça, je ne sais pas. Alors ça, c'est casse-gueule. J'ai souvent en traduction. Je me suis aperçu que d'ailleurs, les auteurs que je traduis, de temps en temps, ne font pas spécialement attention à ça, d'ailleurs, ou décident ouvertement qu'ils s'en foutent. Mais c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de mots qu'on a intégrés, on finit par ne plus se poser la question de la racine du mot.
J'avoue que j'ai pas tellement de solution pour ça, à part d'apprendre à se poser la question régulièrement. Ouais, et puis alors moi je suis en train d'écrire une uchronie, alors je suis à fond plongé dedans, quoi. Et donc, en tout cas, pour les dialogues directs, je fais très attention. Et donc, j'ai des dictionnaires étymologiques qui me montrent quand là. Alors ça, c'est facile de vérifier la naissance d'un mot, parce que c'est attesté. Donc ça, c'est facile. Vous googlez le mot sur Google avec étymologie à côté, et sinon vous allez dans le Grand Robert, et vous avez l'année où c'est apparu dans le premier texte. C'est aussi présent dans les outils numériques type Trésor de la langue française informatisée. Voilà, exactement. Moi, c'est ce que j'utilise aussi. Donc, je fais attention dans les dialogues, en fait. C'est là que c'est important. Mais dans la narration elle-même, non, pas forcément. On peut utiliser... parce que là, pour le coup, c'est un narrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est extérieur Tout dépend du type de narration, justement. Ou tout dépend du type de narration. Soit, voilà. Tout dépend du type de narration. Ça dépend, mais la première personne, c'est plus compliqué. Parce que ça devient une sorte de personnage de l'histoire. À ce moment-là. Et même si t'as la troisième, ça dépend dans ta narration de la distance que t'as avec tes personnages, mais si t'es assez serré, par exemple, dans la série de Fantasy Les Dieux Sauvages, j'ai un personnage qui parle comme une charretière, même dans sa narration, j'ai un ton beaucoup plus libre et lâché parce que c'est son point de vue. Mais après, la distance, on la place où on veut. Oui, je pense que de manière générale, c'est quelque chose auquel on fait gaffe. Parce que, encore une fois, ça participe de l'immersion dans le texte. Oui, voilà, c'est la cohérence interne. Voilà. Et c'est, à mon avis, il n'y a pas de règle, comme tu disais, Mélanie, il n'y a pas de règle toute faite. Ça fait partie de la précipitation et de l'illusion de réalité de la littérature. Donc, tant qu'on ne fait pas quelque chose dont on pense que ça risque de sortir le lecteur, on peut y aller. Sinon, on fait gaffe. Machiavélique, ça va pas marcher. Sadique, même chose. Manichéen, les gens, je pense, connaissent peut-être un peu moins le prophète Manès que le prince. Donc, ça dépend. Je crois que c'est Pierre Bordage dans Le Jeu mineur qui a fait extrêmement attention à n'utiliser que du vocabulaire qui était en vigueur à l'époque du récit. Un retour sur l'épisode la première fois. Donc, parlons de l'épisode, qui est intéressant, merci, mais surtout parce que je ne me retrouve pas du tout dans le débutant hypothétique que vous décrivez. Entre le débutant qui n'a jamais publié et le pro reconnu comme tel par la profession, il y a les limbes du fanzina et des entos semi-professionnels. Alors, on en a peut-être pas parlé. Oui, ça veut pas dire, ça veut pas dire qu'on le renie, hein. Tout à fait, au contraire. Moi, j'ai tout à fait commencé dans le fanzina, les webzines, etc. Donc, je ne renie absolument pas ces choses-là. Et effectivement, en plus, on parlait justement de porte d'entrée dans l'édition. On est dans une époque où il y a de plus en plus de petits éditeurs qui proposent des anthologies thématiques et qui sont aussi, là aussi, des bons tremplins. C'est des choses qui existaient beaucoup moins il y a 20 ans. Il y a peut-être moins de grandes revues. Fiction a disparu, par exemple. Il y a moins de très grandes revues à large diffusion comme ça. Mythologica a connu malheureusement une vie courte, etc. Par contre, ces anthologies semi-pro, ma connaissance, n'existaient pas il y a 20 ans. Non, c'est vrai. Donc tant mieux. On en a encore pour la prochaine fois, mais on va s'arrêter là. Petite citation pour terminer. Une citation d'Ernest Hemingway. « Nous sommes tous des apprentis dans un artisanat où nul ne devient jamais maître. » J'allais dire prêtre. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez prêcher.